Donc bonjour, ça me fait plaisir de présenter aujourd'hui là, pour le RQRD. Donc moi c'est Maude Desjardins, je suis professeure adjointe en orthophonie à l'Université Laval et j'étudie les troubles qui affectent le larynx et la voix. Donc pour ceux qui étaient là à la retraite du RQRD l'année dernière, j'avais présenté un peu sur c'est quoi un trouble de la voix. Mais je vais pouvoir aller peut-être un peu plus en détail aujourd'hui, présenter vraiment un survol de de ma programmation de recherche et quelques résultats préliminaires aussi. Donc, quand on pense orthophonie, souvent on va penser plus à l'aspect langage, hein, donc les mots, les phrases qu'on dit. Mais moi, je m'intéresse vraiment à l'aspect physique du larynx, les cordes vocales, donc le son qu'on produit quand on parle. Euh, et donc, on peut dire que quelqu'un a un trouble de la voix quand ce son-là ou les sensations associées à la production de la voix sont affectées et que ça va euh, avoir un impact là, négatif sur leurs besoins vocaux quotidiens. Et je me concentre en particulier sur les troubles qu'on dit hyperfonctionnels, qui sont associés à une sensation d'effort pour produire la voix et souvent avec de la douleur pendant la phonation. Ça va souvent être associé aussi à des changements donc dans la qualité de la voix. La voix peut être rauque, elle peut être éteinte, elle peut avoir de la difficulté à être projetée. Et ça va souvent être associé aussi à de l'hypersensibilité laryngée. Donc le larynx qui va réagir de façon accrue à différents stimuli dans l'environnement, comme des irritants dans l'air, par exemple. Donc un phénomène qui peut être analogue là, à l'hyperalgésie, dans le fond. Alors, les troubles de la voix, c'est quand même assez commun, c'est-à-dire que on estime que 30% environ de la population adulte va avoir des problèmes avec sa voix à un moment donné ou un autre dans sa vie. Mais cette prévalence-là va vraiment monter en flèche quand on regarde certaines populations spécifiques. C'est le cas, par exemple, des enseignants. Donc, on estime qu'environ 70% des enseignants là, vont rapporter des difficultés vocales. Et ça, c'est vraiment en lien avec le contexte de leur travail, là, qui présente des demandes vocales élevées. Et les enseignants font partie de ce qu'on appelle les utilisateurs professionnels de la voix. Donc, ils sont pas les seuls, il y en a vraiment plein. Là. J'ai juste quelques exemples ici, mais dans le fond, des personnes qui, dans le contexte de leur travail, doivent parler sur de longues durées, doivent parler fort, doivent parler dans des contextes qui sont pas nécessairement optimaux, comme quand il y a beaucoup de bruit de fond ou quand c'est stressant. Donc, on peut penser aussi là, aux chanteurs, aux acteurs, aux politiciens, aux avocats, bref, il y en a vraiment plein. Alors, on peut s'imaginer que pour ces personnes-là, si on a de la douleur pendant qu'on parle et qu'on a besoin de parler toute la journée pour notre travail, et même si c'est pas nécessairement de la douleur, mais simplement un inconfort avec la production de la voix, ben, ça va affecter beaucoup le bien-être. Ça peut porter à l'isolation sociale, des symptômes dépressifs. Mais ça va aussi évidemment avoir un impact professionnel important. Donc, ça va mener à de l'absentéisme, ça va interférer avec le travail, ça peut même mener à des changements de carrière ou des retraites précoces. Et si on pense aussi aux impacts collatéraux, par exemple avec les enseignants, si la qualité du son de la voix est affectée, ça va même avoir un impact sur la compréhension des élèves et donc leurs apprentissages. Alors c'est un problème qui est plutôt important là, pour plusieurs différentes populations. Donc, si on regarde, c'est quoi les déclencheurs qui vont contribuer là, à l'apparition de ces troubles-là? C'est ici que c'est intéressant aussi parce qu'il y a une similarité là, avec des processus impliqués dans certains types de douleurs chroniques plus typiques ou plus communes. Donc, on peut avoir des dommages là, au niveau des tissus des cordes vocales, qu'on appelle aussi des plis vocaux. Donc, une corde vocale, c'est quoi? C'est un muscle recouvert d'une muqueuse, d'une membrane muqueuse qui est sensible aux blessures. Donc, les cordes vocales se vibrent l'une contre elles, donc elles se frappent de façon répétée quand on parle 100, 200 fois par seconde. Alors, si on parle fort, si on parle longtemps, le stress d'impact sur ces tissus-là va être augmenté. Aussi, si on a des irritants
répétés. Donc, par exemple, on peut avoir du reflux qui remonte jusqu'au larynx, qui va venir irriter les cordes vocales, ou simplement des irritants dans l'air aussi. Sinon, on peut avoir des altérations plus au niveau sensorimoteur. Donc, ça va être quand même fréquent que les patients vont rapporter que leurs problèmes de voix ont débuté suite à une infection des voies respiratoires supérieures. Donc, on va avoir dans certains cas là, une hypothèse de neuropathie post-virale, surtout dans les cas d'hypersensibilité laryngée, où ça va être un des symptômes rapportés. Puis aussi, sans être nécessairement la cause, comme facteur contribuant, nos patients vont souvent parler là, d'une période où le stress était important ou l'anxiété était plus importante là, qu'à l'habitude, qui pourrait avoir contribué là, à l'apparition du trouble. Donc, prochaine diapo, je vais vous montrer des images de cordes vocales. Alors, ici, on voit un larynx vu de haut. Donc, nos cordes vocales, on en a deux. Donc, on les voit ici. À gauche, ce que je veux montrer, c'est deux différents types là, de troubles hyperfonctionnels. À gauche, ce qu'on voit, c'est un trouble hyperfonctionnel qu'on dit phonotraumatique. Donc, il y a vraiment eu un trauma lié à la phonation. Et on voit sur une des cordes vocales une petite bosse rouge. Donc, on voit un polype. On a vraiment une lésion des tissus. À droite, on voit des cordes vocales les tissus sont beaux, il n'y a pas de lésion. Donc, si la personne rapporte quand même des symptômes d'effort, de douleur, d'inconfort pendant la phonation, on va nommer ça un trouble hyperfonctionnel, mais de nature non phonotraumatique. Donc, on n'a pas de dommages au tissu. Alors, dans les deux cas, on pense que les patients restent pris, en fait, dans un cercle vicieux d'hyperfonction vocale, soit pour tenter de retrouver une qualité vocale normale, hein, parce que si on a une grosse lésion, ben, nos cordes vocales ne peuvent pas se fermer correctement, donc les patients vont avoir tendance à pousser un peu pour fermer les cordes vocales puis avoir une voix qui sonne plus habituelle. Ou dans d'autres cas, même des compensations pour essayer de se protéger contre des sensations aversives, comme la douleur. Par exemple, dans le cas aussi de l'hypersensibilité laryngée. Et ces compensations-là peuvent impliquer vraiment différents muscles. Les manifestations peuvent être différentes là, d'un patient à l'autre. Donc, je vais juste vous montrer là à gauche que dans le fond, on a plusieurs muscles dans le larynx, autour du larynx. Les muscles de la respiration aussi vont être impliqués. Donc, on peut vraiment se retrouver avec plusieurs types de compensations. Alors, la plupart d'entre nous vont vivre là, à un moment donné ou à un autre des problèmes avec notre voix, tu sais, des problèmes mineurs, c'est-à-dire si on a un rhume, une laryngite, on est très fatigué, un lendemain de veille, notre voix va pas sonner comme d'habitude, et ça va arriver à tout le monde d'avoir un peu de compensation, de forcer un peu pour produire la voix sans nécessairement là, en être conscient. Mais une fois que les conditions vont être plus favorables, qu'on va s'être reposé, on va rapidement retrouver notre voix habituelle. Donc, une des questions, c'est ben, pourquoi est-ce que certaines personnes vont rester pris dans ce cercle vicieux-là d'hyperfonction? Et ça m'amène à mon premier axe de recherche qui est de contribuer là, à identifier les facteurs qui sont impliqués dans l'hyperfonction vocale chronique, autant au niveau là, physiologique, psychologique qu'environnemental. Puis, c'est vraiment sur cet axe-là que je vais me concentrer un peu plus en détail aujourd'hui. Je parlerai pas de mon deuxième axe de recherche, qui est plus là, au niveau des interventions, donc qui permettrait de cibler les facteurs contribuant là, aux troubles de la voix, en développant aussi des modalités nouvelles, là, comme les thérapies de groupe ou utiliser le chant dans la thérapie vocale. Alors, si on revient à l'axe 1, donc je vais parler un peu des aspects physiologiques. Alors moi, en particulier, je me concentre sur le rôle du système respiratoire dans les troubles de la voix. Donc, c'est un travail qui découle de mon doctorat où je me suis vraiment concentrée sur le rôle du système respiratoire, de la santé respiratoire dans les troubles de la voix chez les personnes âgées. On a vraiment dénoté des associations, là, une moins bonne santé respiratoire est associée à plus de symptômes d'hyperfonction chez les personnes âgées. Mais même chez les plus jeunes, donc qui ont des troubles de la voix, ce qu'on note, c'est des comportements respiratoires qui sont différents que les personnes qui n'ont pas de troubles. Donc, ils vont avoir tendance à parler avec moins d'air, utiliser moins d'air pour parler, donc à des volumes pulmonaires plus bas.
ce qui est en fait totalement inefficace d'un point de vue biomécanique. Puis, en relation avec ça, le travail qui est fait par les orthophonistes pendant la thérapie vocale, elles vont souvent utiliser des techniques de respiration, des exercices respiratoires avec ces patients-là. Mais ce qu'on a observé en faisant une revue de la littérature, c'est que les exercices respiratoires sont souvent très généraux et peu efficaces parce qu'on connaît mal, en fait, les mécanismes qui sous-tendent la respiration pendant la parole. La respiration, c'est quand même complexe, hein. C'est une activité automatique, mais dès qu'on parle, le contrôle moteur volontaire vient jouer un rôle. Alors, dans cette ligne de recherche, là, mon but, c'est de mieux comprendre comment est-ce que ces deux mécanismes coexistent dans des contextes qui sont pertinents pour les utilisateurs professionnels de la voix. Alors, en particulier dans des contextes de demande vocale importante et de stress. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'en enregistrant les signaux respiratoires et vocaux de manière simultanée, ça va nous permettre de voir si certaines stratégies respiratoires, donc la façon dont les muscles respiratoires sont utilisés, dont les volumes respiratoires sont utilisés, quelles stratégies sont plus favorables pour limiter l'impact au niveau du larynx, au niveau des cordes vocales, préserver la qualité vocale et aussi limiter l'effort et la douleur. Maintenant, plus au niveau des facteurs psychologiques, ça découle plus de mon travail pendant mon stage postdoctoral dans le laboratoire sur la voix et l'apprentissage moteur. Alors, pendant ce stage-là, à partir de la littérature, on a proposé un cadre théorique pour les troubles hyperfonctionnels de la voix, qui était adapté du Motor Adaptations to Pain Model de Paul Hodges. Alors, c'est un cadre théorique qui fait référence là, à ce cercle vicieux d'hyperfonction dont j'ai parlé un peu plus tôt. Puis, en faisant ce travail, on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait un manque important dans la littérature en lien avec les facteurs cognitifs qui pourraient être impliqués dans la perpétuation là, des compensations maladaptives. On a vu plusieurs études sur le rôle du stress, de l'anxiété, mais aucune ou très peu sur les facteurs cognitifs ayant été étudiés dans d'autres domaines de la douleur chronique, comme par exemple et en particulier l'auto-efficacité, la catastrophisation des symptômes et les aspects de kinésiophobie. Alors, pour répondre à ce manque-là, on a conduit une étude mixte qui impliquait des utilisateurs professionnels de la voix avec un usage vocal moyen de l'ordre d'environ 20 heures par semaine, donc quand même important, et qui présentent des symptômes vocaux, mais sans aucune lésion sur leur corde vocale. Et pour cette étude, on a défini la chronicité là, à partir d'une définition empruntée au domaine de la lombalgie, parce qu'en fait, et c'est un autre manque, on n'a pas de définition standardisée dans le monde de la voix pour l'instant là, pour définir c'est quoi un trouble chronique. Alors ici, là, dans cette étude, pour être considéré comme chronique, les patients devaient rapporter des symptômes pour plus de 3 mois, depuis plus de 3 mois, et présents au moins la moitié des jours là, dans les 6 derniers mois. Et ce qu'on a observé jusqu'à présent, donc c'est des résultats préliminaires là, sur 28 participants seulement, mais ça concorde avec ce qui a été observé dans d'autres domaines de douleurs musculo-squelettiques chroniques. Alors, on a observé des scores d'auto-efficacité plus bas et des scores de catastrophisation plus hauts chez nos patients avec des symptômes chroniques. Et on a aussi observé une tendance à la hausse là, qui se dessine pour la kinésiophobie, mais qui n'était pas significative jusqu'à présent. On a aussi fait des entrevues semi-dirigées avec nos participants pour investiguer ces trois concepts-là plus en profondeur chez nos patients, mieux comprendre leur expérience et comment ces composantes-là pourraient potentiellement, éventuellement être ciblées en thérapie. Puis pour la kinésiophobie, là, on vise aussi à développer un questionnaire plus spécifique à vraiment la peur de se blesser chez nos utilisateurs professionnels de la voix. Finalement, la dernière partie de cet axe de recherche là, porte sur les facteurs environnementaux, parce qu'évidemment, là, les facteurs psychologiques et physiologiques dont je viens de parler agissent sur la production de la voix, mais dans des contextes spécifiques, où l'environnement a aussi son rôle à jouer. Alors, c'est important de considérer ces trois sphères, mais aussi les interactions entre ces trois sphères-là. Puis en termes d'environnement physique, là, quand on parle d'utilisateurs professionnels de la voix,
Les recherches se sont beaucoup intéressées au bruit de fond. Parce que quand dans un milieu bruyant, naturellement, et en fait c'est un réflexe, on va parler plus fort pour se faire entendre. Donc ça met plus une demande plus élevée sur le larynx. Mais il y a un autre aspect qui a été vraiment sous-étudié, même si c'est fréquemment rapporté de manière subjective, par exemple par les enseignants, c'est la qualité de l'air intérieur. Alors, on est en train de mener une étude pilote dans les écoles pour étudier l'effet combiné du bruit de fond et des paramètres de l'air dans les classes sur les symptômes vocaux des enseignants. Donc, sur leurs symptômes d'effort, de douleur, d'inconfort laryngé et d'hypersensibilité laryngée. Donc, pour faire ça, on utilise en fait des capteurs de qualité de l'air qui sont installés dans les écoles du Québec et qui mesurent là, de façon continue les taux de CO2, qui est un marqueur d'efficacité de la ventilation dans les classes, la température et l'humidité relative. Et on va mettre ces données en relation avec les symptômes vocaux rapportés par les enseignants au cours d'une semaine de travail, mais aussi pour avoir une mesure objective là, avec les mesures acoustiques de leur voix. Donc, à la fin de chaque journée de travail, on leur demande là, d'enregistrer leur voix sur leur téléphone, de nous l'envoyer, puis on va faire ces analyses acoustiques. Donc, jusqu'à présent, on a des données là, qui proviennent de 25 écoles différentes au Québec. On a soumis une subvention aussi pour ajouter des écoles et ajouter aussi un volet in vitro en collaboration avec Nicole Lee Jessen à McGill, donc qui permettrait là, d'évaluer l'impact de certains irritants spécifiques communément retrouvés là, dans les classes sur les tissus des cordes vocales. Puis finalement, bon, quand on pense au type d'environnement pouvant affecter la voix, on n'a pas seulement l'environnement physique, on a aussi le contexte de communication. Donc, est-ce qu'on est en groupe? Est-ce qu'on est en train de parler au téléphone? Est-ce qu'on est en train de donner une présentation? Alors, grâce à une subvention pilote du RQRD, on est en train d'investiguer quelles situations de communication sont les plus problématiques pour nos patients avec un trouble hyperfonctionnel de la voix. Alors, dans le fond, ils procèdent à l'auto-évaluation momentanée de leurs symptômes, de douleur, d'inconfort pendant les activités de la vie quotidienne. Alors, à chaque 2 heures, pendant une semaine, ils reçoivent une notification pour indiquer l'activité qu'ils sont en train de faire et leurs symptômes. Puis, on leur demande aussi d'indiquer leur niveau d'aisance avec la situation pour évaluer comment l'aspect de plus de stress, l'aspect psychologique peut venir influencer les symptômes rapportés à l'intérieur des différentes situations. Alors, le but là, de tous ces projets, évidemment, c'est de nous amener vers l'axe 2, de nous permettre d'avoir une vue plus holistique des troubles de la voix, des symptômes de douleur et d'inconfort chez les professionnels de la voix et de contribuer à optimiser nos interventions en réadaptation. Alors voilà, c'est tout pour moi. Ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir un peu le monde de la voix et les intersections avec celui de la douleur. Merci.